On se place dans le groupe S4, qui est le groupe des permutations de l'ensemble E égale 1, 2, 3, 4. Et on va se donner deux permutations de S4. Donc petit c, ça va être le 4 cycles 1 donne 2 qui donne 3 qui donne 4. Et puis t qui va être la transposition qui échange 1 et 3. Donc ça, ce sont deux éléments de S4. Et on va considérer G, le sous-groupe de S4 engendré par C et T. Et la question qu'on se pose, c'est quel est l'ordre du groupe G? Quelques observations sur C et T. Donc C est un 4 cycles, donc l'ordre de C c'est 4. Et la signature de C c'est -1, parce qu'on sait bien qu'un cycle de longueur paire est une permutation impaire. De même, l'ordre de T c'est une transposition, c'est un 2 cycles, c'est d'ordre 2, et on sait bien qu'une transposition est une permutation impaire. Pour déterminer l'ordre de G, en fait, on va s'intéresser à l'ensemble H, qui est l'intersection de G et de A4. Donc A4, c'est le groupe alterné sur 4 éléments. Et donc H, c'est l'ensemble des permutations paires de G, et bien sûr c'est un sous-groupe de G. Quel est l'intérêt d'introduire le sous-groupe H? Eh bien c'est qu'on va se référer au résultat général suivant. Si G est un sous-groupe de Sn qui n'est pas constitué que de permutations paires, alors dans G il y a autant de permutations paires que de permutations impaires. Autrement dit, si j'appelle H le sous-groupe formé des permutations paires de G, eh bien ça entraîne que l'ordre de H, c'est la moitié de l'ordre de G. Ici, le résultat s'applique puisqu'on a vu que dans G, il y avait la permutation petit c par exemple, et que la permutation C est impaire. Donc le résultat précédent s'applique, et il est à peu près clair qu'il est peut-être plus simple de trouver H que de trouver G, puisque ça en est un sous-groupe. Alors le résultat que j'ai rappelé est démontré dans une vidéo pour laquelle je mettrai un lien en description, mais on peut quand même signaler qu'on peut assez facilement démontrer le résultat. En fait, donc, si on garde les notations précédentes, eh bien, il est facile de voir que G, c'est la réunion disjointe de H et de TH. Donc ici, T, c'est une permutation impaire. Et que désigne TH? TH, par définition, c'est l'ensemble des produits T petit h où petit h parcourt grand H. Et donc grand H, ici, c'est l'ensemble des permutations paires de G. Il suffit de l'écrire. Et donc, comme la réunion est disjointe, on en déduit que l'ordre de G, eh bien, c'est le cardinal, enfin, c'est l'ordre de H, plus l'ordre de TH. Et il est facile de voir que l'ordre de TH, c'est l'ordre de H. Donc, ça nous fait 2 fois l'ordre de H. Donc maintenant, on va essayer de remplir l'ensemble H formé donc des permutations paires de G. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur le résultat suivant, qui dit que si P1 et P2 sont deux permutations, disons, de S4, et qui sont toutes les deux impaires, donc de signature -1, eh bien la permutation produit P1, P2 a pour signature +1, c'est une permutation paire, tout simplement parce que la signature est un morphisme de groupe. Donc ici, on dispose de deux permutations impaires dans G, donc on dispose de C et de T, et donc ça ce sont des permutations qui ne sont pas dans A4, et donc je vais considérer leur produit, donc CT, TC, et puis également le produit C multiplié par C, donc C2. Et donc ces permutations, eh bien, elles sont dans A4 et elles sont donc dans H. Donc on va préciser chacune d'entre elles en les décomposant en produits de cycle à support disjoint.
Donc C c'est 1, 2, 3, 4, T c'est 1, 3. Donc quand je fais le produit, donc je commence par 1, l'image de 1 c'est 3, et l'image de 3 c'est 4, donc 1 donne 4. L'image de 4 ici est fixe, et 4 a pour image 1, donc 4 a pour image 1, donc je boucle, et comme la permutation est forcément paire, bah, je dois compléter, et je n'ai pas le choix. Pour compléter, je ne peux mettre que 2, 3. Passons maintenant à TC, donc T c'est 1, 3, C c'est le 4 cycles 1, 2, 3, 4. Donc le produit, je commence par l'image de 1, 1 a pour image 2, 2 est fixe, donc ça donne 2. 2 a pour image 3 et 3 a pour image 1, donc on boucle, et comme précédemment, on ne peut que compléter avec 3, 4. Et puis pour C au carré, eh bien ça fait donc 1, 2, 3, 4 au carré, donc 1 a pour image 3, 3 a pour image 4, puis 1, donc ça boucle, et comme précédemment, bah, je ne peux que compléter avec 2 et 4. Donc je vais donner un nom à ces permutations. Là je vois que ça commence par 1, 2, là par 1, 3, là par 1, 4. Donc celle-là je vais l'appeler D2, celle-ci je vais l'appeler D3, et celle-là je vais l'appeler D4. Donc ce sont des doubles transpositions. Et par ailleurs on voit qu'elles sont toutes d'ordre 2, donc DI carré, eh bien ça fait l'application identique de E. Donc finalement, on voit que H contient au moins les 4 permutations suivantes. Donc il y a bien sûr l'identité qui est une permutation paire, donc l'identité de E. Et puis il y a les 3 permutations qu'on vient de trouver, c'est-à-dire D2, D3 et D4. Donc je vais donner un nom à cet ensemble, je vais l'appeler K. Et donc on voit que l'ordre de H est au moins égal à 4. Donc pour chercher de nouveaux éléments de H, eh bien on est amené, par stabilité par le produit, à envisager des produits tels que DI, DJ. Alors plutôt que d'examiner tous les cas possibles, en fait on voit que des D2, D3, D4 en fait sont les doubles transpositions, les 3 doubles transpositions de A4. Donc en fait elles ont la forme suivante, AB multiplié par CD, et puis j'en prends une deuxième, donc je vais prendre AC, et puis donc fatalement BD, et je vais faire le produit donc de 2 d'entre elles et voir ce que ça donne. On cherche la décomposition en produit de cycle à support disjoint, donc je vais commencer par A est fixe ici, A a pour image C, C a pour image D, et D est fixe ici. Donc ça fait AD. Ensuite, D a pour image B, B est fixe ici, et puis B est fixe là, et B a pour image A. Donc D a pour image A, et donc on boucle. Et par conséquent, comme le résultat c'est une permutation paire, je n'ai pas le choix, il faut que je complète, et je ne peux compléter que par BC. Donc je me rends compte de quoi? Eh bien en fait je me rends compte que quand je fais le produit de 2 des 3 transpositions, eh bien j'obtiens la troisième. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? Comme le produit de DI avec lui-même, ça fait l'identité, eh bien on voit que K est stable pour la multiplication. Et puis, comme chaque permutation DI est son propre inverse, hein, quel que soit I, l'inverse de DI c'est DI, eh bien on voit que K est stable par inversion. Donc qu'est-ce que ceci prouve? Eh bien ceci prouve que l'ensemble K est un sous-groupe de S4. Maintenant, on va voir les conséquences de ce résultat concernant H. Donc, on a vu que K est un sous-groupe de H. On sait que H, par construction, est un sous-groupe du groupe alterné A4. K est d'ordre 4, comme on vient de le voir. On sait que le groupe alterné sur 4 éléments est d'ordre 12. Donc, si on applique le théorème de Lagrange, on voit que l'ordre de H, eh bien, c'est un multiple de l'ordre de K, donc de 4,
et en même temps c'est un diviseur de l'ordre de A4, c'est-à-dire 12. Et donc ça laisse pas beaucoup de possibilités, ça veut dire que l'ordre de H ne peut être que 4 ou alors 12. Alors si l'ordre de H c'est 4, eh bien à cause de ce qu'on voit ici, ça veut dire en fait que H est égal à K. Et donc ça entraîne que l'ordre de G, c'est 2 fois l'ordre de H, qui est l'ordre de K, donc ça fait 4 fois 2, 8. En revanche, si l'ordre de H, c'est non pas 4, mais 12, à cause de ce qu'on voit ici, ça veut dire que H, en fait, c'est le groupe alterné A4, et ça entraîne que l'ordre de G, c'est 2 fois 12, c'est-à-dire 24, et donc en fait, ça veut dire que G est la totalité du groupe S4. Alors, comment trancher entre ces deux cas? En fait, on va affiner la façon qu'on a eu de remplir H en prenant un produit de deux permutations impaires. Mais avant ça, il faut qu'on revienne sur la notion de sous-groupe engendré par une partie finie, comme c'est le cas ici, le sous-groupe engendré par C et T. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas toujours établi dans les cours de théorie des groupes, mais le sous-groupe engendré par une famille d'éléments, en fait, c'est l'ensemble de tous les produits possibles dont les facteurs sont parmi les générateurs ou leurs inverses. Donc, plus précisément, le sous-groupe engendré par C et T, c'est l'ensemble de tous les produits GI pour I allant de 1 jusqu'à P, où P est un entier naturel arbitraire, et où les GI, donc pour tout I entre 1 et P, les GI, alors sont, comme j'ai dit, parmi les générateurs. Donc les générateurs, il y a C et il y a T, et on a aussi besoin de leur inverse, donc C-1 et T-1. Donc ça, je vais quand même rapidement l'établir. Donc cet ensemble-là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler G1, et on va montrer que G1 est un sous-groupe, donc ici c'est de S4. Il est clair que G1 n'est pas vide. Par exemple, G1 contient le neutre, puisqu'il suffit de prendre l'identité de E appartient à G1, il suffit que je prenne P égale 0, j'ai un produit qui est vide, et donc il vaut le neutre. Il est clair que le produit de deux éléments de G1 est encore dans G1, parce que si j'ai un produit G1, G2, etc., GP multiplié par un produit G'1, etc., G'Q, eh bien, il est clair que les facteurs sont là où on les attend, c'est-à-dire ici. On a bien un produit, donc il est clair que ça, c'est encore dans G1. Et puis, l'inverse d'un élément de G1 est encore dans G1, parce que si je prends un élément de G1, donc un produit tel que G1, etc., GP, l'inverse, c'est le produit des inverses, mais en commençant par la fin. Donc ça fait l'inverse de GP multiplié par etc. multiplié par l'inverse de G1. Et justement, on a pris soin dans le choix des facteurs qu'il y a systématiquement donc un générateur et son inverse. Donc à cause de ça, eh bien, ce produit est encore dans G1 et ceci prouve que G1 est un sous-groupe de S4. Maintenant, pourquoi est-ce le sous-groupe G engendré par C et T? Eh bien, il est clair que C et T déjà sont dans G1. Pourquoi? Parce que C, c'est le produit d'un seul facteur et qui est pris dans cet ensemble-ci. Et puis, de même pour T. Et comme on vient de prouver que G1 est un sous-groupe, eh bien, on en déduit que le sous-groupe engendré par C et T est forcément un sous-groupe de G1. Autrement dit, G est inclus dans G1.
Maintenant, inversement, si je prends un élément qui appartient à G1, donc un produit de GI pour I allant de 1 jusqu'à P. Donc ça, c'est un élément petit g qui appartient à G1. Je vais regarder le facteur GI. Donc le facteur GI, il est parmi C, hein, les éléments qui sont là, donc C, T, C-1, T-1. Or, il est clair donc que chacun de ces éléments, eh bien, il appartient au sous-groupe engendré par C et par T. C'est normal que C et T y soient, et C-1 et T-1 y sont aussi, parce que le sous-groupe engendré par C et T, eh bien, est stable par inversion. Donc, j'en déduis que petit g est un produit d'éléments de grand G, et donc par stabilité pour le produit, petit g appartient à grand G. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? Eh bien, on vient de prouver que G1 est inclus dans G. Et donc, finalement, on a bien démontré que le sous-groupe engendré par C et T, c'était bien G1. En fait, on peut aller un petit peu plus loin. Si je prends un élément G de G1, eh bien, il va s'écrire comme un produit G1 multiplié par etc., multiplié par GI, multiplié par etc., multiplié par GP. Alors, les facteurs GI, ils appartiennent à C, T, C-1 et puis T puissance moins 1. Alors déjà, T-1 est égal à T, puisqu'on a vu que T était d'ordre 2, donc je peux retirer T-1 de l'ensemble des facteurs. Et puis, on a vu que C était d'ordre 4. Hein. On a vu que C était un 4 cycles, donc l'ordre de C, c'est 4. Et donc, ça veut dire que C puissance 4 est égal à l'application identique de E. Et C puissance 4, c'est C multiplié par C au cube. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, je vois que l'inverse de C, c'est tout simplement le facteur qui est à droite, donc c'est C au cube. Et donc, en fait, ça veut dire que si GI, c'est le facteur C puissance moins 1, en fait, je pourrais tout à fait le remplacer par C multiplié par C multiplié par C. Et donc là, je me rends compte que je n'ai pas besoin de tenir compte de C puissance moins 1, puisque G1 est l'ensemble des produits. Donc, finalement, on se rend compte que le sous-groupe engendré par C et T, eh bien, c'est l'ensemble des produits GI pour I allant de 1 jusqu'à P, où P est arbitraire dans N, et tel que quel que soit I entre 1 et P, les facteurs GI, en fait, je peux me restreindre à juste C et T. Maintenant, je vais m'intéresser à grand H. Et je vais prendre donc petit g dans grand H. Donc grand H, je rappelle, c'est l'ensemble des permutations paires de G. Et donc, ça veut dire que ce petit g, ben, il s'écrit comme au-dessus, comme un produit de GI pour I allant de 1 jusqu'à P. Mais comme G appartient à H, ça entraîne que la signature de G, eh bien, c'est plus 1. Mais la signature est un morphisme, donc si je l'applique ici, je vois que c'est le produit des signatures des GI pour I allant de 1 jusqu'à P. Mais GI, en fait, appartient, comme c'est écrit ici, à la paire CT. Et on a vu que C et T étaient toutes les deux des permutations impaires, en sorte que, quel que soit I, en fait, le nombre qui est ici, il vaut moins 1. Donc, mon produit, il vaut en fait moins 1 puissance P, et on a vu qu'il valait 1. Donc, on en déduit que P est égal à 2n, un entier pair. Donc ça veut dire que notre élément petit g, il s'écrit produit pour I allant de 1 jusqu'à 2n de GI. Et ça, si je déploie le produit, ça fait donc G1, G2, etc., multiplié par G indice 2n-1, que multiplie G indice 2n. Et là, je vais regrouper les facteurs qui sont côte à côte, donc G1, G2, et ainsi de suite, multiplié par G 2n-1, G indice 2n.
Et donc là, j'ai grand N facteurs. Et qu'est-ce que je peux dire d'un facteur quelconque? Eh bien, il est de la forme gk plus 1, et il faut voir que chacun de ces facteurs eh bien, appartient à la paire ct. Donc j'en déduis que chacun des facteurs gk plus 1 appartient à, donc c multiplié par c, donc c2, c multiplié par t, et puis t multiplié par t, et puis t multiplié par c. Alors t au carré, ça fait l'identité, et donc je me rends compte que finalement, eh bien, petit g s'écrit comme un produit d'éléments qui sont dans cet ensemble. Donc j'en déduis en fait que comme petit g est un élément arbitraire de grand H, eh bien j'en déduis que le sous-groupe grand H, il est engendré par les différentes permutations qu'on voit ici. Alors la permutation identité, je peux l'ignorer, donc je vois que H en fait est le sous-groupe de S4 qui est engendré par C2, CT et puis TC. Or, je rappelle que tout à l'heure, nous avions rencontré l'ensemble K qui était formé de l'identité de E, de C2, CT et puis TC. Et donc, il apparaît en fait que H est inclus dans K, mais on avait vu que K, c'était un sous-groupe de S4. Et en même temps, on voit bien que K est inclus dans H, puisqu'il suffit de comparer. Il n'y a que l'identité qui semble faire défaut, mais comme H est un sous-groupe, évidemment, H contient l'identité. Donc finalement, il apparaît que H, eh bien, c'est tout simplement K. Et finalement, l'ordre de H, eh bien, c'est donc l'ordre de K, c'est 4. Et donc, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, l'ordre de G, c'est 8, ce qui répond à la question. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin. G est d'ordre 8 et H est d'ordre 4. Donc, H est d'indice 2. Ça veut donc dire que G s'écrit donc H, qui est en fait K. Union, je prends un élément T qui n'est pas dans K. Donc, je prends la transposition 1, 3, donc union TK, donc ça c'est une réunion de classe à gauche. Et donc ça me permet de lister les éléments de G. Donc dans K, on a vu qu'il y avait donc l'identité de E. On a dit qu'il y avait D2, D3, D4, donc D2 c'est 1, 2, 3, 4. D3 c'était 1, 3, 2, 4, et puis D4 c'était 1, 4, 2, 3. Et puis il faut rajouter, donc on multiplie par T chacune des 4 dernières permutations, donc ça va me faire T ici. T, je rappelle que c'était 1, la transposition 1, 3, donc quand je vais multiplier par la gauche cette permutation par 1, 3, ben, comme la transposition est d'ordre 2, il va juste rester 2, 4. Et puis, il m'en reste 2, et parmi ces 2, il me manque le 4 cycle 1, 2, 3, 4, et puis il me manque son inverse, qui est donc 1, 4, 3, 2. Et là, cette fois, nous avons la liste complète des éléments de G.